Bonjour à toutes et à tous, c'est Julien Cadeau, rédacteur en chef de Numérama, et je suis très heureux aujourd'hui de vous accueillir pour ce nouvel épisode de Club Internet, notre podcast mensuel dédié à la culture numérique. Et nous accueillons aujourd'hui dans Club Internet une invitée de marque que je vais laisser ma collègue Nelly Lesage vous présenter. Oui, nous accueillons aujourd'hui Danielle Mérian, avocate au barreau de Paris, militante chrétienne et féministe, très connue pour son discours qu'elle avait fait après les attentats du 13 novembre 2015. Et j'aurais aimé commencer avec une question très simple. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous raconter votre parcours et comment vous êtes devenue avocate et comment vous êtes tournée vers le militantisme ? Alors, mon parcours, c'est très simple. Je suis née en 1938 dans une famille classique, c'est-à-dire une famille où on préférait les garçons aux filles. J'avais un frère aîné qui avait tous les droits. On nous emmenait dans les plus beaux magasins de jouets de Paris pour lui acheter des jouets à lui et pas à moi, etc. Donc, je me suis dit, j'avais pourtant des parents extrêmement brillants, mais néanmoins, je me suis dit, je suis dans un monde de fous, il va falloir changer tout ça, il va falloir créer une école des parents, ce qui s'est fait depuis, comme vous savez. Et donc, depuis l'âge le plus tendre, je pense qu'il faut changer la société, qu'il faut l'améliorer tous les jours. Et donc, c'est pas un hasard si je suis devenue une juriste. Si je suis devenue une avocate, c'est que j'ai découvert en 1945, à l'âge de 7 ans, les photographies des camps de concentration. Mon père, Claude Darget, a terminé la guerre comme correspondant de guerre dans l'armée canadienne. Il a ouvert des camps de concentration, il a rapporté les photos qui font le tour du monde. Et comme c'était pas du tout un éducateur, mon cher papa, il a dit devant nous à ma mère, il ne faut pas que les enfants voient ça. Donc, dès qu'il a eu le dos tourné, comme je suis normalement curieuse, j'ai fouillé jusqu'à ce que je trouve ces photos. Et là, j'ai eu le choc de ma vie. J'en pleurerai encore 60 ans après. Beaucoup plus de 60 ans après, d'ailleurs. Hélas, vu mon âge. Et j'ai vu ce que l'homme pouvait faire à l'homme. J'ai vu que l'homme était un loup pour l'homme. Et j'ai décidé que j'allais faire le contraire et que je défendrais les plus faibles. Les plus faibles aujourd'hui, ce sont les jeunes réfugiés africaines musulmanes dont je m'occupe, qui sont venus chercher à Paris la liberté. Donc voilà un petit peu mon parcours et j'ai été 42 ans avocat au barreau de Paris et en même temps j'ai milité dans diverses associations. Et vous avez eu l'impression qu'il y a eu un progrès depuis que vous êtes entré au barreau de Paris sur les combats que vous avez menés ? Pas tellement au barreau de Paris, vu que les femmes sont beaucoup moins payées en France que les hommes, on est donc toujours dans un monde de fous, mais au barreau de Paris c'est le double, la différence. Donc, il y a beaucoup de progrès à faire partout. Je trouve que les femmes ne sont pas assez combattantes. Et justement, par rapport à ces progrès, comment vous avez envisagé que le numérique pourrait être un outil pour justement favoriser ces progrès ? Le numérique, on ne peut absolument plus s'en passer. Dans toutes mes associations, c'est le numérique aujourd'hui que nous utilisons pour nos combats. Par exemple, je suis militante de l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture depuis 1975. Aujourd'hui, tous les appels urgents que nous lançons à tous les potentats du monde qui torturent, qui font disparaître et qui exécutent, nous les informons que nous sommes parfaitement au courant de leurs crimes par le numérique. Tous les appels urgents se font par Internet. Donc c'est aussi un moyen de pression, si je vous comprends bien. Ah ben oui, ça nous espérons, nous voulons que des milliers de citoyens qui veulent bien s'occuper de la boule ronde et de notre village mondial s'associent à nos combats et nous leur proposons donc de bien vouloir ajouter un appel sur Internet à nos appels. On pourrait dire que vous avez vu émerger le web de votre côté, vous avez vu émerger les nouvelles technologies et le numérique. Ça. Mais c'est effarant tout ce que j'ai connu, vu mon âge. Quand j'étais enfant au collège Sévigné, les professeurs demandaient qui avait le téléphone. Fixe, pour nos auditeurs. Le portable, on ne savait pas ce que c'était. J'aurais bien voulu connaître le portable pendant la guerre d'Algérie, où mon fiancé a, j'allais dire Séville, non pas lui, mais enfin où l'armée française a sévi pendant
pendant 8 ans et pour lui pendant 3 ans. Mais j'ai connu, vous n'allez pas me croire si je vous dis que j'ai connu les débuts du photocopieur. D'accord. Alors c'était avec des bains. Et alors on s'engueulait entre avocats parce que quand dans les témoignages il y a des choses intéressantes pour le procès et d'autres sans intérêt, donc c'était très long et compliqué de faire ces photocopies avec des bains, et quand il y avait une tâche qui n'avait aucun intérêt, on la laissait. On avait aussitôt un coup de fil du confrère, qu'est-ce que vous voulez me cacher? Enfin c'était bon, mais j'ai connu les jugements écrits à la main. Bien sûr. Donc ça a aussi révolutionné votre manière de travailler déjà en tant qu'avocate. J'ai connu, je dictais à ma secrétaire, comment ça s'appelait, j'ai déjà oublié. Enfin, j'ai connu. C'est incroyable. D'ailleurs, si je raconte ma vie à mes enfants, ils la croient pas. Mes petits-enfants, ils la croient encore moins. Ils se disent, c'est une conteuse. Tout ça, c'est faux, c'est pas vrai. C'est vrai qu'on a vécu depuis les années 50 à peu près une accélération dans l'émergence des technologies. C'est absolument incroyable. Je ne savais pas, moi, que j'allais terminer ma carrière avec l'ordinateur. C'est une belle surprise? Ça a été fantastique. Ça a supprimé le métier de secrétaire dans la mesure où nos pauvres secrétaires, avant, avec leur machine à écrire, on n'était pas content de ce qu'elles avaient tapé. On leur faisait refaire, mais elles nous ont pas étranglés, on a eu de la veine. Oui. Et après, avec l'ordi, toc, 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 on corrige tout nous-mêmes, c'est génial. Vous n'avez d'ailleurs jamais été réfractaire à ces évolutions technologiques? Écoutez, réfractaire à tout ce qui est nouveau, ça serait totalement contraire à toute ma pensée, puisque je passe mon temps à dire qu'il faut modifier et améliorer toutes nos activités. Bien sûr. Et vous avez eu l'impression que ça a aussi amélioré la manière dont les gens peuvent avoir un accès au militantisme, à la justice, à des choses qui avant étaient peut-être plus restreintes dans la société, ou pas du tout? Oui et non, parce que comme vous savez, il y a le meilleur et le pire, et il y a des associations absolument monstrueuses qui se répandent évidemment sur Internet. Donc et il faudrait mettre un petit peu de police dans tout ça, et pour le moment, nous n'avons pas de police. Et pour revenir justement Google ne fait pas la police. Pour revenir justement sur un projet... Il fraude, c'est tout. Oui, du coup, pour revenir sur un projet que vous portez justement via Internet, déjà, je reviens sur une interview que vous aviez donnée où vous expliquez que vous avez découvert l'excision à 75 ans et que vous n'en étiez pas fier. Ce sont vos mots. Absolument. Est-ce que c'est pour ça que vous avez décidé de lancer une campagne en ligne contre l'excision, que je rappelle est une mutilation sexuelle qui consiste à une ablation du gland du clitoris, qui est l'organe sexuel du plaisir féminin? Alors, j'ai plusieurs réponses à faire. Je suis donc devenu, pas par hasard, il n'y a aucun hasard jamais, je suis devenu président de SOS Africaine en danger il y a 4 ans, parce que j'étais vice-président de Parcours d'Exil, qui est un centre de soins aux torturés, et l'âme de ce centre, le docteur Duterte, nous avait dit qu'il avait reçu tellement de jeunes femmes peu l'excisées qu'il leur avait proposé un groupe de parole. Ces jeunes femmes ont été extrêmement dynamiques et elles ont créé les statuts de SOS, Africaines en danger, des Africaines en danger étant leurs petites filles restées au village. Vous imaginez ce que sont leurs cauchemars. Et il nous dit à l'Assemblée générale de Parcours d'Exil, elles viennent de faire les statuts d'une association, elles me demandent d'être leur premier président, parce qu'aucune n'ayant encore ses papiers, elles ne peuvent pas déposer leur statut à la préfecture. Et il dit, c'est quand même paradoxal que moi, un homme, je devienne le président d'une petite association de femmes. Et avec mon tempérament de bélier, je lui dis, Pierre, c'est grotesque, je prends votre place. Il est donc allé me présenter à ces jeunes femmes et nous avons eu réciproquement un coup de foudre. Alors, pour parler de l'excision, je voudrais vous dire que l'excision, si elle a été inventée par les pharaons il y a plus de 6000 ans, au moins 6000 ans, puisque nous avons une momie qui est excisée et qui a 6000 ans. Donc la domination de la femme par l'homme, l'extirper, c'est pas pour demain matin. Mais enfin, nous y travaillons.
Mais ça n'est pas seulement le fait que l'ablation du gland du clitoris va rendre les rapports sexuels absolument atroces et que donc ainsi l'épouse ne va pas tromper son mari et que l'honneur de la famille dont on nous rebat les oreilles depuis des milliers d'années sera préservé. Et donc c'est bien pire encore que ça. C'est des règles toute sa vie atrocement douloureuses. C'est 20 minutes pour faire pipi. C'est mourir en couche. C'est mourir en couche parce que, comme l'a expliqué le docteur Foldes, qui est l'urologue français qui a mis au point la réparation du clitoris, quand on coupe le gland du clitoris, tout le muscle féminin, qui est aussi long que le muscle masculin et qui est davantage encore innervé, donc les orgasmes des femmes, quand elles ont le bonheur d'en avoir, sont encore supérieurs à ceux de leurs compagnons. Mais ça, je ne le sais plus. Il y a 22 ans que je suis veuve. Et quand le muscle se colle sur l'os du pubis pour des raisons que je ne connais pas, quand la tête de l'enfant se présente à l'accouchement, la vulve ne bouge pas. Alors, vous imaginez si vous n'avez pas un chirurgien en brousse pour vous faire une césarienne. Et j'appelle toutes mes petites africaines, mes petites chéries, que j'adore, que j'admire, je les appelle des survivantes. Parce que quand elles me racontent leurs accouchements, ça dure des heures et des heures. C'est absolument atroce. Et pendant l'accouchement, elles n'ont plus qu'une envie. Mourir pour que ça s'arrête. Donc voilà ce que les hommes imposent aux femmes depuis des millénaires. Et donc, mon projet, c'est pas tant d'acheter 10 school bus américains, c'est de voir diminuer l'excision en Afrique. Et dans le monde, bien sûr. Car on excise au Pérou, en Colombie. Enfin, si vous regardez... Ouais. En France, on excisait au 19e siècle parce que, comme vous savez, nous sommes des hystériques. Et pour nous calmer, comme nous sommes hystériques, les médecins, ils avaient pourtant prêté le serment d'Hippocrate, mais ils nous mutilaient. Ils avaient aussi inventé, pour les petites filles, la ceinture de chasteté. C'était un truc absolument atroce qui prenait un volume fou. Ils prétendaient que l'enfant pouvait encore jouer quand elle était harnachée de cette manière-là. Enfin, bon, donc on ne me fera jamais dire qu'avant c'était mieux. Et du coup, vous avez la sensation que passer par une campagne en ligne, c'est un moyen de publiciser ce problème Ah ben, qu'est-ce que je ne ferais pas sans GoFundMe / Daniel Mérian. Et qu'est-ce que je n'aurais pas fait si Pierre Valentin ne m'avait pas téléphoné le lendemain du jour où nous avons choisi cette plateforme financière en me disant « Madame Mérian, votre projet, il est formidable, il est excellent pour l'humanité et pour son amélioration. Alors si vous voulez, on va vous aider. » Et donc on s'est mis d'accord sur un communiqué de presse et grâce à Pierre Valentin et à Laurent qui m'accompagne, je peux dire tous les jours, on ne se quitte plus, je n'arrête pas de faire des interviews avec toutes les télés, toutes les radios, toute la presse écrite et vous-même. Voilà. Bien sûr. Merci d'ailleurs. Et du coup, vous avez fixé un objectif de dons pour cette campagne ? Oui, on a un objectif extrêmement élevé d'1 million d'euros parce que nous voulons faire rouler dans 10 pays qui ont 10 manières différentes d'aborder l'excision, 10 bus qui seront à moitié et je vous ai apporté ma petite... pour que on vous mettra une photo sur voilà. Vous la avez maquette là, d'un petit bus jaune. Vous avez là le school bus américain. Vous savez il y a 500 000 school bus en Amérique qui transportent 25 millions d'écoliers tous les jours et qui font 6 milliards de kilomètres. Un school bus, c'est un camion haut sur pattes. Donc ça peut rouler partout, sur toutes les routes, bonnes ou mauvaises, en Afrique. Et nous avons donc décidé de demander à la DDD. La DDD, Dakar DMDIC, c'est la RATP de Dakar. Ils ont un atelier exceptionnel et ils sont très contents de nous aider, moyennant finance, c'est pour ça que j'ai besoin d'1 million d'euros, à transformer nos bus, moitié en dispensaire, moitié en cybercentre. Donc, les médecins locaux
ils monteront dans nos bus. Ils pourront expliquer aux femmes et aux fillettes qu'ils vont soigner que tous leurs maux physiques viennent de l'excision. Parce que les exciseuses, elles ne savent rien, elles sont analphabètes. Elles savent juste qu'elles obéissent à l'ordre millénaire des hommes, faire que les rapports sexuels soient douloureux. Mais elles ne savent pas que tous les maux physiques viennent de l'excision. Elles ne savent pas ce qui se passe dans le corps de la femme lorsqu'elle accouche. Et le cybercentre, ça servira à ce que toutes les vidéos qui vont être tournées partout, nous avons comme pays pilote, nous avons pris tous nos liens. J'étais tout à l'heure par Skype avec mon chef de projet qui s'est payé 20 heures aller-retour de bus de la DDD pour aller voir à Matam, au fin fond du Sénégal, la présidente de l'association des ex-exciseuses et notre cinéaste dakaroise Aminata Bachoum, elle a 40 ex-exciseuses à interviewer. Et quand je demandais à Jean-Michel Vanzo, et qu'est-ce qu'elle t'a dit, la présidente? Ça fait 50 ans. Elle a été excisée à 12 ans. À 14 ans, elle a commencé son métier d'exciseuse et elle a arrêté. Et maintenant, elle milite pour qu'on arrête l'excision. Et je lui dis, mais qu'est-ce qu'elle t'a dit? Pourquoi elle a arrêté? Il m'a répondu, elle a arrêté parce qu'elle a compris qu'elle tuait et qu'il fallait cesser de tuer. Parce que combien d'enfants meurent d'hémorragie avec l'excision, vu qu'il n'y a aucun moyen de les soigner. Que du beurre de karaté, ça n'arrête pas une excision. Une hémorragie. Bien entendu. Voilà, donc voilà notre grand projet, de voir baisser l'excision. Et c'est pour moi, j'ai défendu toute ma vie les droits de l'homme. Comme vous me l'avez rappelé tout à l'heure, je ne suis pas fier de n'avoir connu l'excision qu'à 75 ans. Depuis, je ne me tairai plus. Parce que le premier des droits d'une fille qui vient au monde, c'est de ne pas être mutilée. Bien entendu. Et donc, je demande à tous mes concitoyens de bien vouloir abonder GoFundMe Daniel Mérian, parce que je pense que tout le monde sera d'accord avec moi qu'une femme, faut pas la mutiler. Bien sûr. On tombera tous d'accord. Et vous pensez que ce financement qu'on appelle participatif a plus de possibilité d'aboutir que si vous aviez présenté ça à des fonds beaucoup plus traditionnels, que ce soit des associations caritatives qui ont déjà des budgets alloués à ce genre d'opération, ou à des bienfaiteurs qui parfois veulent donner beaucoup d'argent pour une cause? Alors les bienfaiteurs, ils me connaissent, donc s'ils veulent me faire des dons, je les prends. Je reçois aussi pas mal de chèques, mais je veux rester totalement libre de mon travail. Bien sûr. Donc, mon chef de projet, il rêvait que 200 000 personnes nous donnent 5 €, on aurait eu notre million. Mais évidemment, il n'y aura pas 200 000 personnes à donner 5 €. Un jour, un journaliste me dit, Madame Mérian, si on vous donne 15 €, vous prenez? Ah, je dis, monsieur, attention, hein, mon meilleur don, c'est quand même 1500 €. Mais bon, je veux rester libre. Bon, il est certain qu'un jour, j'arrêterai forcément GoFundMe Daniel Mérian. Et puis, si j'ai pas mon million, parce qu'effectivement, à coût de 5, 10, 20, 50 €, la cagnotte, elle ne monte pas vite, et j'irai vers les industriels, et il y en a qui ont pris contact déjà avec moi, et je suis sûr que je réussirai mon pari. Bien sûr. On vous le souhaite. Merci. Et j'ai aussi vu dans une autre interview que vous disiez effaré du manque de révolte générale concernant le droit des femmes. On l'a bien entendu à l'instant. Et du coup, est-ce que le numérique, ça vous semble un outil pour mener cette révolte? Écoutez, moi j'utilise tous les moyens nouveaux qui sont à notre portée pour inviter les femmes à se révolter davantage. Je suis effarée qu'au barreau de Paris, l'immense majorité de mes consoeurs continuent de porter 2 noms. Les avocats, les médecins obligent les femmes à porter 2 noms. Pourquoi? Parce que comme vous savez, se faire un nom, il vaut mieux qu'il soit court. Vous vous faites plus facilement un nom si vous vous appelez Jean Racine que si vous vous appelez Jean Hubert de machin chose, truc chose. Évidemment. Donc,
Moi, je me suis révolté au bout d'un an de barreau. J'ai trouvé un prétexte pour aller voir mon bâtonnier et pour lui dire « Monsieur le bâtonnier, désormais, je m'appellerai Daniel Mérian ». Il me répond « Je vous l'interdis ». Je lui réponds « Monsieur le bâtonnier, j'ai prêté serment pour n'avoir jamais de ma vie à obéir à quiconque ». Alors on s'est disputé pendant une bonne demi-heure. Il me dit « Mais enfin, vous vous rendez compte, si vous divorcez Je dis, monsieur le bâtonnier, vous connaissez la jurisprudence aussi bien que moi, je garderai donc mon nom professionnel. Et puis j'ajoute, et puis écoutez, monsieur le bâtonnier, ne vous occupez pas de mon couple, occupez-vous du vôtre. Alors, il n'avait jamais entendu une jeune femme de 25 ans lui parler sur ce ton. Ça a duré une demi-heure. Et alors le piquant, c'est que comme il fallait quand même que les magistrats et les avocats me trouvent, pendant 20 ans, 30 ans, je ne sais plus, il y avait un renvoi à l'annuaire des avocats de Daniel Savary-Mérian à Daniel Mérian. Et puis, quand on a informatisé l'ordre, vive le progrès, les machines étant idiotes, comme vous savez, puisqu'elles sont nécessairement binaires, eh ben, je suis devenu officiellement Daniel Mérian au barreau de Paris. Et je m'étonne, il n'y avait que quelques pénalistes, quand j'ai prêté serment, qui ne portaient qu'un seul nom. Bien sûr. Des femmes libres sont rares. Bien sûr. Il y a trop de millénaires d'obéissance. Je suis né, ce que j'expliquais à mes petites réfugiées pour qui j'ai tant d'admiration. Je leur expliquais, alors elles me regardaient en disant « Cette vieille bourgeoise parisienne, elle se fout de nous ». Je leur ai dit « Mesdames, je suis solidaire de votre combat puisque je suis né sous un régime d'esclavage ». Alors elles me regardaient en disant « C'est pas vrai tout ça ». J'ai dit « Si, je suis né en 1938 et c'est seulement en 1938 qu'on a aboli ce qu'avait inventé Napoléon, l'incapacité juridique de la femme mariée. » Je leur ai fait un petit cours de droit et puis je leur ai dit, puis ça n'a pas été terminé, parce que moi je me suis mariée en 61, je devais obéissance à mon mari, j'ai eu des enfants en 1962, en 1964, c'est lui seul qui avait l'autorité parentale, et je leur ai dit, on a mis un siècle à obtenir l'égalité en droit, qui n'est pas, mesdames, dans la vraie vie, l'égalité, puisque vous serez payés beaucoup moins que vos maris et compagnons, et puisque, oui, dans la vraie vie, c'est pas ça du tout. Dans la vraie vie, nous avons encore, tous les 3 jours, une femme qui meurt sous les coups de son mari ou de son compagnon. Donc nous, les femmes françaises, nous avons à humaniser nos frères, les Français. Il y a de l'ouvrage. Effectivement. Il y a eu beaucoup de travail, c'est sûr. Et du coup, donc vous avez expliqué effectivement qu'en tant que femme, finalement, on est souvent ramené à sa condition de femme, quoi qu'on fasse dans la vie, finalement, quelque part. Qu'on soit avocate ou médecin, on nous ramène toujours au fait qu'on soit une femme. Je vais vous raconter une histoire. J'ai appris très récemment, grâce à une monographie sur ma grand-mère paternelle, qui était célèbre à 13 ans pour son premier recueil de poésie, et sur sa sœur, une monographie faite par une chercheuse sur ces jeunes filles de Tours, de la bonne société. J'ai appris que ma grand-tante, que j'ai bien connue, qui pour moi était bobonne, puisque comme bourgeoise, interdiction d'exercer la moindre profession, on me bassinait avec son mari qui était mathématicien. Et je me disais, enfant, mais ma tante, où est-ce qu'elle l'a rencontré, son mathématicien de mari ? J'apprends au soir de ma vie que cette grand-tante bobonne, le jour de son mariage, avait cessé d'être mathématicienne. J'apprends qu'elle était agrégée de maths en 1905 et qu'elle avait fait la une du Figaro, vu que c'était rare à l'époque. Je l'apprends aujourd'hui, puisqu'elle a été interdite d'exercer son métier. C'est tragique. En se mariant. Oui. En se mariant, c'était terminé. Il fallait s'occuper du ménage et des enfants. Alors les enfants, oui, mais le ménage, quelle corvée. Donc j'invite tous les Français à passer autant d'heures, à passer l'aspirateur, à laver, à repasser, enfin à faire toutes ces corvées. Quand j'étais enfant, je ne supportais pas ma poupée. Je trouvais complètement crétin de jouer à la poupée, complètement crétin de jouer à la dinette. Et je me suis ennuyée jusqu'à ce que j'apprenne à lire, où là j'ai pu dévorer la très belle bibliothèque de mes parents qui étaient des lettrés puisque je suis une super privilégiée et c'est pour ça que je m'occupe des plus faibles dans le monde. Bibliothèque qui, j'imagine, est composée de beaucoup d'auteurs masculins. Oui. Vous avez lu un peu de... Bien sûr, parce que j'ai lu Une chambre à soi et je sais pourquoi. Shakespeare avait peut-être une sœur, mais c'est lui qui a écrit... Et moi, quand je regardais la bibliothèque de mes parents, quand j'avais 5 ans, je lisais chaque SPA.
Je lisais pas Shakespeare. Bien sûr. Je vais revenir aussi sur le surnom qu'on vous avait donné donc après l'attentat du 13 novembre. Vous êtes devenu célèbre sur les réseaux sociaux sous le nom de Mamie Daniel et j'ai cru comprendre que c'est un surnom qui vous plaisait pas énormément parce que finalement il renvoie toujours dès qu'une personne donc, d'un certain âge prend la parole à son âge. Donc finalement on peut faire un parallèle avec ce qu'on vient de dire sur le fait d'être renvoyé toujours à son identité de femme. Finalement vous, dès que vous agissez sur les réseaux sociaux, vous êtes renvoyé à votre âge. Est-ce que ça vous choque que ce soit le cas ? C'est-à-dire que bon, j'ai été ému de voir tant de jeunes gens dont j'avais l'âge de grand-mère venir à moi sur mon boulevard après ces 28 secondes de micro-trottoir, me demander la permission de m'embrasser, ma permission de faire un selfie. J'ai découvert les selfies en même temps que le micro-trottoir. Mais si vous voulez, il y a une grand-mère à qui je dois tout. C'est la fondatrice de la CAT. Cette femme, elle était rien puisqu'elle était bourgeoise, donc évidemment interdite de travailler. Elle était veuve, donc sur le plan social, elle était rien. Elle a été écouter le pasteur Tullio Vinay qui en 1974 faisait une tournée dans toute l'Europe pour dénoncer la torture dans la prison de Pulo Condor, construite par les Français en Indochine, utilisée par tous les régimes qui s'y sont succédés, toujours pour torturer. Vous avez dû voir le film Indochine, donc vous voyez ce que c'est que Pulo Condor. Et elle a débarqué sur la torture comme moi sur l'excision à 75 ans. Elle rentre chez elle en se disant « mais je suis chrétienne, on peut pas se taire ». Elle téléphone à une de ses amies qui, comme elle, était grand-mère, était veuve d'un officier de la guerre de 40, c'était pas d'hier, qui ne lui dit pas « mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse contre ce fléau ?» qui lui dit « mais t'as complètement raison ». On va téléphoner au pasteur Appia. Elle téléphone au pasteur Appia, qui leur a pas dit « écoutez les grands-mères, continuez de faire des confitures à vos petits-enfants, vous n'êtes pas en mesure de… » Il leur a dit « vous avez complètement raison. Puis on va pas faire une boutique protestante, je vais téléphoner au père Pierre Toula. » Et ainsi de suite, s'est créée cette association qui a rassemblé toutes les églises, qui ont dit on met de côté tous nos différends théologiques, un seul objet, un seul but, tous ensemble contre la torture. Et ces femmes, ces deux femmes, elles ont eu le culot de prendre leur bâton de pèlerin et d'aller embêter tous les curés, tous les pasteurs, tous les popes. Coucou, c'est nous, la torture, ça existe, on est chrétiens, on peut pas se taire. Elle m'a tout appris. C'est-à-dire qu'elle m'a appris qu'on peut déplacer les montagnes en s'y mettant à plusieurs. Et pour nous qui avions si mal vécu la guerre d'Algérie pendant 3 ans, qui n'avions pas pu empêcher la torture en Algérie, entrer dans ce combat, ça a été une bouffée d'oxygène. Bien sûr. Vive les femmes. Très compréhensible. Et vive les femmes, je pense que c'est une belle conclusion. C'est une belle conclusion pour cette interview. Merci beaucoup, Daniel Mérian, de nous avoir accordé de votre temps. Merci. On va évidemment rappeler votre GoFundMe, donc GoFundMe/Daniel Mérian. Et évidemment, vous inviter à participer à cette collecte de fonds qui pourra lancer, on l'espère, en tout cas, des school bus américains sur les routes africaines pour lutter contre l'excision. Merci. Merci beaucoup.